bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents ici dans l'auditorium de l'Institut du Cerveau. Nous remercions aussi les donateurs qui sont en ligne avec nous. Alors on a navigué un petit peu en route. Il se trouve que depuis lundi, les contraintes sanitaires nous permettent de vous accueillir ici et on espère que dans les semaines à venir, si les indicateurs sanitaires se stabilisent et surtout régressent, nous puissions encore ouvrir plus l'auditorium de l'Institut du Cerveau pour partager avec vous à la fois les avancées de la recherche, les découvertes, les différents projets de recherche que nous menons dans ce bel institut. Et nous avons souhaité, en fait, à l'occasion de la Semaine du Cerveau, qui est une semaine internationale, un événement international, où beaucoup de laboratoires de recherche sont ouverts de par le monde, ouvrir notre institut avec un certain nombre d'événements. Demain, il y aura une conférence avec le professeur Laurent Cohen, qui est neurologue sur le sujet de la lecture. Nous avons tout au long de la semaine une diffusion de podcasts pour des petits, des enfants de plus de 5 ans. On a essayé aussi de répondre à quelques questions qui peuvent se poser sur le sujet du cerveau qui nous intéresse fortement, qui nous passionne, même ici au sein de l'Institut. Et nous avons voulu cet après-midi vous permettre de rentrer dans les coulisses de l'Institut pour mieux comprendre l'organisation de cet institut. Généralement, nous avons des conférences qui abordent des thématiques, des pathologies, où nous faisons le point sur les avancées de la recherche. Aujourd'hui, on va plutôt se concentrer sur ce qui se passe dans le bâtiment, comment c'est organisé et comment s'organise l'activité de recherche. Et pour ce faire, nous avons réuni un plateau exceptionnel. Et donc, j'ai la chance d'accueillir parmi nous plusieurs intervenants. Je vais commencer à faire le tour. On va commencer par professeur Catherine Lubetsky. Catherine est neurologue, chef d'équipe ici au sein de l'Institut, c'est-à-dire qu'elle anime une équipe, elle va en parler tout à l'heure. Elle est aussi directrice médicale de l'Institut du Cerveau. Et puis, elle a une autre particularité, c'est la deuxième jambe de Catherine, c'est qu'elle est directrice du département médico-universitaire. Et donc, on va rentrer aussi sur une explication au sujet de ce deuxième pied ou cette deuxième jambe. Nous avons à ma gauche le professeur Alexis Brice, qui est bien connu des donateurs, puisqu'il signe toutes les newsletters. Il vous accueille aussi régulièrement pour animer les conférences. Et donc, il est le directeur général de l'Institut du Cerveau. Nous avons à la gauche de Catherine ou à votre droite le professeur Bassem Hassan, qui est directeur scientifique. C'est lui qui coordonne la stratégie scientifique de l'Institut. Il est également chef d'équipe. Et puis il a une particularité, Bassem, c'est qu'il a beaucoup travaillé à l'étranger, à l'international. Et donc il nous permettra peut-être de faire quelques comparaisons sur ce qui peut se passer aussi en dehors de la sphère nationale ici en France. Et puis enfin, nous avons le docteur Alexis Genin, qui est directeur des applications de la recherche. Donc c'est un nom un peu barbare, mais il vous expliquera aussi ce que veut dire vraiment les applications de la recherche ici à l'Institut du Cerveau. Voilà. Et je suis moi-même directeur de la communication et du développement, Jean-Louis Lacosta, et je suis très heureux d'animer cette table ronde. Donc nous allons commencer cette première partie qui va être plutôt un échange avec les différents intervenants, et puis ensuite on vous laissera la parole ici dans la salle, dans l'auditorium, mais aussi à distance. Pour ceux qui sont en ligne avec nous, vous avez un chat qui est à votre disposition et vous pouvez tout au long de la conférence poser vos questions qu'on va petit à petit traiter, qu'on va essayer d'aborder. On essaiera de répondre à toutes les questions et sans plus tarder, on va essayer de revenir déjà aux fondamentaux et nous allons poser une première question à Alexis Brice, le directeur général, en fait, la première question qu'on pourrait se demander, c'est une question qui tourne autour des fondements de la création de l'Institut. Pourquoi, il y a maintenant 11 ans, avoir créé l'Institut du Cerveau? Comment s'y est-on pris? Et puis surtout, qu'est-ce que l'Institut du Cerveau aujourd'hui? Donc 3 questions, mais la première question, c'est plutôt sur le fondement, la création de l'Institut. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'origine de l'Institut du Cerveau? Bon, Jean-Louis, je vais essayer de répondre à votre question. Je voudrais d'abord vous saluer, vous qui êtes venus à cette
à cette réunion pour nous écouter, vous remercier, vous dire que vous êtes toujours les bienvenus à l'Institut du cerveau et que je suis très heureux de vous revoir comme ça en présentiel, même si on a encore quelques masques. En tout cas, je parle pas de nous, hein, on se côtoie et ça, c'est très agréable de vous revoir physiquement. Et puis, je salue ceux qui sont en ligne. Alors, l'Institut du cerveau, pourquoi est-ce qu'il a été construit? Bien, pour répondre à deux défis extraordinaires. Le premier, c'est la question des maladies du système nerveux. Et vous savez que dans le monde, il y a plus d'1 milliard de personnes qui sont touchés par des maladies neurologiques ou psychiatriques ou des traumatismes du système nerveux. Donc c'est absolument énorme. Et ces maladies, vous les connaissez, que ce soit la maladie d'Alzheimer, la sclérose en plaques, enfin on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais ce sont des maladies qui sont extrêmement fréquentes, invalidantes et chroniques dans leur évolution. Donc on connaît celles du sujet plutôt âgé, Parkinson, Alzheimer, mais il y a aussi des maladies du sujet jeune, la sclérose en plaques en fait partie, et puis il y a des anomalies même du développement qui apparaissent extrêmement tôt et qui touchent également le système nerveux. Donc toute une palette de maladies pour lesquelles aujourd'hui on n'a pas les traitements suffisants pour arrêter l'évolution ou pour réparer le système nerveux défaillant. Donc ça, c'est le premier défi, un défi énorme par la diversité de ces maladies. Et puis le second, et je crois qu'il est vraiment extrêmement lié, c'est celui de la compréhension du système nerveux dans toute sa complexité. C'est ces 100 milliards de neurones, tous un peu différents, qui sont organisés dans des structures de dimensions variables qui communiquent entre elles et qui finalement ouvrent un champ de possibles absolument énorme. Et à décrypter leur fonctionnement, c'est compliqué. Alors pourquoi est-ce que c'est important de les comprendre, de comprendre le système nerveux, la façon dont il se met en place, comment il fonctionne, comment il fonctionne moins bien au cours du vieillissement? Eh bien, c'est parce que la situation normale nous éclaire sur ce qui se passe dans les pathologies, dans les dysfonctionnements liés aux pathologies. Et donc connaître, arriver à découvrir le fonctionnement normal nous éclaire sur les maladies du système nerveux. Et c'est pour ça qu'ici, on a réuni un écosystème tout à fait unique qui rassemble à la fois des spécialistes des maladies comme Catherine, et la Pitié-Salpêtrière est un hôpital extrêmement réputé à l'échelle mondiale dans ce domaine, donc les meilleurs spécialistes de ces maladies, les patients bien sûr qui sont suivis par tous ces médecins, ces cliniciens-chercheurs, des chercheurs qu'on a été chercher à l'international, recruter à l'international, et puis également des entrepreneurs, et c'est le côté start-up qui va être illustré par Alexis Génin, qui travaillent ensemble aux différentes étapes de la découverte et des applications de la recherche qui est faite dans cet institut. Et ce qui est exceptionnel, c'est que finalement, dans ce bâtiment et dans son entourage, vous avez tous les acteurs des pathologies du système nerveux ou les découvreurs du fonctionnement du système nerveux qui travaillent ensemble, qui interagissent. Et tout ça dans un esprit à la fois de grande liberté scientifique pour pouvoir faire émerger toutes sortes d'idées, et aussi en mettant à leur disposition le maximum de moyens pour faciliter leur recherche et pour qu'ils aient les meilleurs outils pour explorer le système nerveux. Et donc c'est finalement rendre possible les futures découvertes et les futures grandes découvertes du système nerveux dans cet ensemble avec des gens qui se posent des questions profondes sur le système nerveux et sur ses pathologies. Et donc voilà ce qu'on essaye de faire et je crois que ça marche assez bien. Enfin, en tout cas, les 10 ans de l'Institut ont montré que le pari était tenu. Évidemment, il reste énormément à faire et c'est ce qu'on s'attache à réaliser, à accélérer toute la recherche et les applications faites ici. Merci Alexis. On comprend qu'ici, à l'Institut, peut-être plus qu'ailleurs, il y a une passerelle entre la recherche et le soin.
Et donc, ici, au cœur de l'hôpital, on est vraiment dans cette réalité au quotidien. Donc, Catherine, vous êtes neurologue, vous avez vos consultations à l'hôpital, vous êtes ici et vous faites de la recherche ici. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette articulation entre la recherche et le soin ? Oui, bien sûr, Jean-Louis. Donc, effectivement, j'ai 3 casquettes. Alors, ça peut paraître un peu compliqué comme ça, mais c'est 3 casquettes qui sont très complémentaires et qui illustrent vraiment, voilà, la stratégie de l'Institut du cerveau. Alors, j'ai d'une part une casquette qui est la direction médicale de ce qu'on appelle le DMU neurosciences. Comme Jean-Louis le disait tout à l'heure, le DMU, c'est le département médico-universitaire. Et le DMU neurosciences rassemble en fait toutes les forces cliniques qui contribuent à la prise en charge des patients atteints de pathologies neurologiques, psychiatriques. Donc ça rassemble les services de neurologie, les services de psychiatrie, les services de rééducation, les services, comme on dit, d'exploration fonctionnelle, où on fait les électroencéphalogrammes, les électromyogrammes. Donc tout le soin qui se fait autour des neurosciences dans ce qu'on appelle APHP Sorbonne Université. Vous savez, l'Île-de-France, enfin Paris a été divisé en 6 grands groupes hospitalo-universitaires, et nous, on est ici dans le groupe qui s'appelle Assistance publique des hôpitaux de Paris, Sorbonne Université. Une partie soins et une partie APHP et une partie universitaire. Donc, c'est une très grande force de soins autour des pathologies du système nerveux central. Et quand je parle de forces cliniques, c'est des forces cliniques médicales d'une part, avec des médecins. Dans ce DMU neurosciences, en termes de médecins temps plein, il y a 135 médecins temps plein, certains étant hospitalo-universitaires, certains hospitaliers uniquement. Et puis, il y a aussi des forces paramédicales. Et ces forces paramédicales, c'est-à-dire les infirmières et tous les métiers paramédicaux, c'est absolument essentiel pour la prise en charge de nos patients, comme vous le comprenez. Donc ça, c'est la première casquette, c'est le soin au sein du DMU neurosciences. Ma deuxième casquette, c'est une casquette recherche. C'est vrai, comme le disait Jean-Louis tout à l'heure, que j'anime depuis un certain nombre d'années maintenant une équipe de recherche que je coordonne avec mon collègue et ami Bruno Sankoff. Notre équipe de recherche, elle est centrée sur la recherche autour de la sclérose en plaques. Et on développe une recherche qui est soit une recherche très fondamentale, où on étudie des mécanismes cellulaires et moléculaires, et puis, d'autre part, une recherche plus appliquée, où on développe des outils d'imagerie pour essayer de mieux comprendre le développement de la maladie. Donc, cette équipe-là, c'est l'une des 25 équipes de recherche de l'ICM. Donc, soins d'abord, recherche ensuite, et puis le troisième aspect, c'est, j'ai l'honneur, et je suis très heureuse, d'assurer la direction médicale de l'Institut du cerveau. Et là, c'est vraiment voilà, une force importante pour développer, renforcer, améliorer encore tous les progrès dans le domaine de la recherche clinique. Donc 3 casquettes, mais qui sont très complémentaires et dont l'objectif est en fait de mettre le patient au cœur du dispositif de la recherche pour essayer d'améliorer et d'innover. Et donc, pour ça, et je crois que c'est un atout qui est très particulier à l'Institut du cerveau, pour favoriser l'innovation, on favorise le dialogue entre les cliniciens d'une part, les gens qui sont issus du soin, et les chercheurs d'autre part, et puis les patients aussi, bien sûr. On a besoin d'innover et on a besoin d'arriver à ce qu'on appelle de l'innovation de rupture. Qu'est-ce que ça veut dire, l'innovation de rupture ? Ça veut dire des nouvelles pistes thérapeutiques, des nouveaux mécanismes dans un certain nombre de maladies. Alors pourquoi on a besoin, dans le domaine de la neurologie et de la psychiatrie, pourquoi on a besoin d'innovation de rupture ? Parce qu'il y a eu des progrès très importants dans un certain nombre de pathologies. Si on peut citer quelques exemples, il y a par exemple l'accident vasculaire cérébral, où vous savez que la possibilité maintenant d'aller retirer le caillot qui a bouché une des artères cérébrales a transformé le pronostic, dans un certain nombre de cas en tout cas. Ça a été un progrès. Dans le deuxième domaine que je connais bien, qui est celui de la sclérose en plaques, il y a eu aussi des progrès très importants pour contrer l'inflammation dans la maladie, mais il reste encore beaucoup à faire. Donc, il y a eu des progrès. Mais force est d'admettre néanmoins que dans un certain nombre de pathologies qui touchent le système nerveux central ou le système nerveux périphérique, eh bien, il y a encore beaucoup de progrès à faire et il y a encore une insuffisance de pistes thérapeutiques et donc une insuffisance de prise en charge thérapeutique des patients. Donc, on a besoin de cette innovation de rupture et le meilleur moyen de la favoriser, c'est de faire travailler ensemble les cliniciens et les chercheurs, parce que c'est de ce dialogue que vont émerger en fait des idées nouvelles, et ensuite ces idées elles vont être portées à la fois par les cliniciens et les chercheurs. Et pour faire des progrès et pour rassembler ces cliniciens et ces chercheurs, ils ont besoin d'être au même endroit. Voilà, ça c'est la première chose. Et ils ont besoin de
parler le même langage, et on en parlera tout à l'heure. Voilà, on essaye de favoriser la formation médicale des chercheurs et la formation scientifique des cliniciens. Donc, rapprocher les acteurs pour faire ce qu'on appelle de la fertilisation croisée, de la cross-fertilisation, dans le langage anglophone. En quelques mots, Catherine, on voit la question de l'organisation et l'articulation entre l'hôpital et le CDC. Il y a aussi sûrement des outils, des lieux qui comptent, notamment un lieu qui est au premier étage ici. Absolument. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Quel Absolument. est aussi son positionnement et à quoi sert-il? C'est donc le Centre d'investigation clinique. Voilà. Je voudrais simplement rajouter juste un petit point, c'est que ce rassemblement, c'est pas simplement des idées, hein, c'est la réalité, puisque 50% des équipes de l'ICM sont coordonnées par un duo chercheur-clinicien autour d'une pathologie donnée. D'accord ? Donc, pour répondre à votre question, le CIC, le Centre d'investigation clinique, qui va bientôt avancer et devenir ce qu'on appelle le CERMAD. Voilà, c'est un centre d'investigation clinique dans le domaine des neurosciences. L'objectif du centre d'investigation clinique, qui actuellement est localisé au premier étage de l'ICM, c'est de favoriser la recherche translationnelle. Donc, la recherche qui va de la mise en évidence d'un mécanisme avec de la recherche très fondamentale jusqu'au développement de l'essai clinique. Alors, les patients, ils vont venir au centre d'investigation clinique, ils viennent dans la journée, c'est un centre de jour, hein, ils ne passent pas la nuit au CIC. Et ces patients, ils vont participer à des essais thérapeutiques ou à des études, d'ailleurs, à des études de recherche clinique. Alors, ces études, ça peut être soit des études pour mieux comprendre. Par exemple, participer à des études d'imagerie qui vont permettre de mieux comprendre les mécanismes de la neurodégénérescence, qui vont permettre de mieux comprendre comment telle ou telle zone du système nerveux dysfonctionne lors d'une pathologie. Le deuxième rôle du centre d'investigation clinique était très très important, et je crois que c'est une grande force de l'ICM aussi, c'est de permettre l'établissement de cohortes. C'est quoi des cohortes? C'est des patients qui ont la même pathologie, qui sont très bien caractérisés à la fois sur le plan clinique, des symptômes, mais aussi génétique, environnemental, etc., etc. Et donc ces cohortes, elles sont suivies, elles permettent de mieux comprendre l'évolution de la maladie, et puis elles permettent surtout d'identifier des marqueurs, des biomarqueurs, qui permettent de mieux comprendre, mais qui permettent aussi de suivre l'efficacité des nouvelles molécules qui sont développées. Et puis, dernier point très important du CIC, c'est bien entendu l'essai thérapeutique. Donc, vous avez dû entendre parler de ce que c'est qu'un essai thérapeutique. C'est une étude où, généralement, les patients reçoivent soit la molécule qu'on veut tester, soit un placebo ou un comparateur, en tout cas. Et l'objectif, c'est de mettre en évidence une efficacité thérapeutique. Alors, on fait à l'ICM et au sein du CIC... Et voilà, il n'y a pas tellement d'endroits où on fait ça. On inclut des patients dans des études de phase différentes, donc des études de phase très précoces. Par exemple, des études où c'est la première fois qu'on administre cette molécule à un patient. Et puis sans ça, des études de phase 1, de phase 2, jusqu'à la phase 3, qui est la grosse étude, qui est généralement une étude qui est faite avec l'industrie. Et donc ces différentes phases, tout ça, ça peut être réalisé ici par une équipe dédiée, une équipe qui comporte à la fois des médecins qui sont particulièrement formés à la recherche clinique et puis des paramédicaux, là encore, importance des infirmières de recherche clinique très formées. Et donc, voilà, c'est toute cette équipe médicale et paramédicale, elle va organiser l'essai thérapeutique, de l'accueil du patient, des prélèvements, de l'organisation de tous les examens, etc., et de l'évaluation clinique. Donc, c'est très, très important et vraiment, ça représente un atout absolument considérable pour le développement de la recherche clinique. Donc, on a une série d'essais, enfin, un certain nombre d'essais qui sont réalisés aujourd'hui. Les principales pathologies qui sont couvertes dans ces essais cliniques, vous pouvez nous en dire deux mots ? Oui, je dirais que ça couvre la quasi-totalité en fait des pathologies du système nerveux central. Peut-être pas les très rares, hein, encore qu'il y a des pathologies très rares et qui sont des pathologies génétiques qui justement sont prises en charge dans les essais thérapeutiques au CIC. Mais sans ça, voilà, c'est représenté par des patients atteints de maladies de Parkinson, des patients atteints de maladies neurodégénératives cognitives comme la maladie d'Alzheimer, des patients atteints de maladies neurodégénératives qui touchent ce qu'on appelle le motoneurone, le neurone moteur, et qui donne une maladie sévère qui s'appelle la sclérose latérale amyotrophique. C'est aussi l'épilepsie, avec différentes formes d'épilepsie, soit chez l'adulte, soit aussi chez l'enfant. Et voilà, enfin, des maladies de Parkinson, j'en ai déjà parlé. Oui. Voilà, donc je pense que c'est vraiment les grandes pathologies neurologiques et aussi un certain nombre de pathologies psychiatriques qui sont prises en charge dans le cadre du CIC, qui est avec des patients qui participent aux différents essais cliniques. Catherine, donc on comprend bien l'importance des essais cliniques et du CIC
ici au sein de l'Institut. Est-ce qu'il y a d'autres cordes, est-ce que l'Institut a d'autres cordes à son arc dans le domaine de la recherche clinique? Oui, et merci de me poser la question, Jean-Louis. Donc effectivement, il y a d'autres cordes qui ont été tendues en fait récemment, en tout cas au cours des 2-3 dernières années. Il y a une première corde qui est, ce qu'on veut, vous avez compris, c'est favoriser la recherche clinique, l'établissement de cohortes, etc., parce que c'est extrêmement efficace, productif en termes de connaissances et d'évolution vers des traitements potentiels. Et donc, je citerai deux nouveaux outils, on va dire, qui sont développés. D'une part, il y a le développement de ce qu'on appelle des équipes. Il y a eu la création de nouvelles équipes. Voilà, qui ne sont pas les 25 équipes de recherche de l'ICM, qui peuvent être liées à ces équipes de recherche, et qu'on appelle les équipes ICRIN. ICRIN pour infrastructure de recherche clinique en neurosciences. Voilà, ICRIN, je cherche. Voilà, clinique en neurosciences. Et donc, il y a 13 équipes ICRIN. Et ces 13 équipes ICRIN, elles représentent, peu ou prou, les différents domaines de la neurologie et de la psychiatrie. Et qu'est-ce qu'apporte l'ICM? Donc, l'ICM a sélectionné ces équipes sur la base de leur qualité, de leur sérieux et de la qualité des personnes qui y participent. Donc, il peut y avoir des personnes qui font partie des chercheurs ou des cliniciens de l'ICM, mais aussi des gens qui sont sur le site hospitalier au sein du DMU Neurosciences. Et donc, ce qu'apporte l'ICM, c'est un label, d'une part, et puis d'autre part, c'est une subvention et donc un appui financier. Et cet appui financier est très important parce qu'il permet d'accélérer un certain nombre d'essais thérapeutiques ou d'établissements de cohortes, alors soit en apportant du matériel, des équipements, soit plutôt en recrutant en fait du personnel, des chefs de projet qui vont jouer un rôle très important. Donc c'est un soutien qui est notable et qui, pour les équipes ICRIN, a été extrêmement productif. Et on a vu, il y avait des équipes qui existaient déjà, qui étaient un petit peu solides déjà, et puis d'autres équipes qui étaient émergentes, une thématique qui était émergente où il n'y avait quasiment pas de recherche clinique et qui, grâce à l'appui de la création et à l'organisation de ces équipes ICRIN, se sont développées de façon vraiment très importante. Et donc, pour le moment, il y en a 13. Et l'idée, c'est de faire, dans les 2 ans qui viennent, on va dire, un nouvel appel d'offres pour avoir d'autres équipes dans d'autres domaines des neurosciences. Encore une fois, quand je dis neurosciences, c'est à la fois neurologie, psychiatrie, rééducation, neurophysiologie. L'autre atout, c'est essayer de développer les choses aussi précocement que possible. Et ça a été le développement de la structure, qui est ici localisée au premier étage aussi, qui s'appelle Neurotrial. Neurotrial, on parle souvent en franglais. Donc, Neurotrial, c'est des études qui sont faites pour la recherche précoce, pour faire en lien avec l'industrie, autant pour les essais thérapeutiques, je vous ai parlé des différents essais, c'est soit des essais académiques, donc qui sont liés à l'hôpital, à l'université, à l'ICM, soit des essais industriels. Souvent, les grosses études, on a besoin d'industriels. En ce qui concerne le projet Neurotrial, c'est une structure qui est de petite taille, mais avec des personnes qui sont très, très efficaces à l'intérieur. Et l'idée, c'est de favoriser les liens avec des industriels pour faire très, très rapidement des études qu'on appelle preuves de concept. C'est-à-dire sur un petit nombre de patients, mais on a des marqueurs, des biomarqueurs qui permettent de savoir si ça marche ou pas. Et donc, l'industriel, avec l'aide du soutien à la fois logistique de Neurotrial et puis de tout ce que peut lui apporter la culture scientifique et médico-scientifique de l'Institut, va pouvoir avoir très rapidement en fait la réponse à la question, ça marche ou ça marche pas. Et donc, des structures comme ça, très très précoces, de preuves de concept très précoces, il n'y en a quasiment pas ailleurs. Et donc, voilà. À la fois ICRIN pour la recherche clinique et des équipes que ça a rassemblées, et puis d'autre part, Neurotrial sont des atouts majeurs. Merci Catherine. Je voulais peut-être que Alexis complète avec un outil qui est assez innovant dans notre écosystème, qui s'appelle le Care Lab, qui est aussi un outil qu'on utilise fortement en lien avec les patients et un certain nombre de professionnels. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, s'il vous plaît ? Bien sûr, on peut se tutoyer, Jean-Louis. N'hésite pas. Bonjour à tous. Oui, vous avez vu, il y a énormément de projets. Et chaque nouveau projet, il y a un nouvel acronyme, donc ça devient très très compliqué pour la mémoire à un moment. Le CIC, le CERMAT, le DMU. Mais Catherine l'a dit, l'innovation, c'est les solutions. C'est ça la définition d'innovation. C'est ce qui mène à des solutions. Et certaines sont très compliquées à trouver quand il s'agit d'inventer un nouveau médicament. Ça va être 90% d'échecs, des années et des années, des centaines de millions investis.
Et la question que les équipes se sont posées, c'est de quelle manière est-ce qu'on peut plus rapidement aider les malades à être plus autonomes, à mieux gérer leur maladie, avec des outils qui sont déjà disponibles, qui peuvent être des outils digitaux, qui peuvent être des outils qu'on fabrique et qui sont assez simples. Et l'idée du Care Lab, c'est de créer un endroit où des paramédicaux, alors les paramédicaux, donc infirmières, hein, c'est pas des médicaux en parachute, les paramédicaux, des associations de patients, des ingénieurs et des designers vont se rencontrer et vont se poser la question, qu'est-ce qui manque ? Qu'est-ce qui, dans le quotidien d'un malade, va manquer et auquel on pourrait répondre en moins de 6 mois ? Et ça, une fois que c'est identifié, les ingénieurs vont pouvoir faire des prototypes très rapidement, soit un prototype d'application digitale, soit un prototype d'une solution technique, et retourner voir avec le malade si ça aide. Est-ce que ça aide ? Est-ce que vraiment ce type de choses peut vous rendre la vie plus facile ? Et donc cette équipe d'ingénieurs, qui a commencé il y a, je crois, 4-5 ans, chaque année a une petite dizaine de nouveaux projets pour lesquels on essaie de voir si effectivement ça ne change pas fondamentalement la maladie, mais si ça aide à mieux vivre. Et dans des exemples très récents de ce qu'a fait le Care Lab, vous savez que reprendre de l'autonomie après un accident vasculaire cérébral, c'est quelque chose qui peut être excessivement compliqué. Et avec les équipes de médecine physique et rééducative de l'hôpital, des outils ont été développés pour réapprendre à cuisiner. Quand vous avez un AVC qui a pu affecter vos capacités cognitives, comment progressivement reprendre ces habiletés avec un espèce de petit robot qui va vous guider dans la préparation du repas et petit à petit vous apprendre à reprendre l'autonomie. Pareil, après un AVC, on peut avoir des troubles de la lecture. Comment réapprendre à lire le journal de manière accompagnée à domicile par ce type d'outil. Donc voilà le type de solution que Care Lab développe et qui arrive déjà maintenant à disposition des utilisateurs. Merci Alexis. On reviendra tout à l'heure sur d'autres innovations qui sont aussi déployées au service des patients. Je voudrais maintenant qu'on revienne au cœur du réacteur avec Bassem. Vous êtes directeur scientifique, Bassem. Je vais commencer par des questions un peu basiques pour essayer de bien comprendre où nous sommes ici. Il y a une question autour d'un laboratoire de recherche. Catherine, tout à l'heure, parlait d'équipes, dont 25 équipes. Ça veut dire quoi, une équipe ? C'est quoi un laboratoire de recherche ? En gros, comment ça fonctionne, en fait, la recherche ici, dans ce bâtiment ? Bonsoir à toutes et à tous. Et d'abord, je m'excuse, je ne suis pas francophone de base, donc vous allez manquer l'élégance, la fluidité de langage que vous avez entendu tout à l'heure, mais je vais faire mon mieux. Ici, à l'Institut du cerveau, on parle de 25 équipes de recherche qui s'organisent plus ou moins autour de 5 domaines. Selon soit les types de questions, soit plutôt les types des approches. Et on appelle ces domaines moléculaires et cellulaires, neurophysiologie, cognition, computation ou clinique et translationnelle. Sachant que c'est assez souvent qu'une équipe peut se trouver dans une, deux, voire trois thématiques dans ces 5-là. Mais ça nous aide un peu à comprendre un peu et puis aussi souligner vers le monde l'échelle des choses qui sont faites à l'Institut du cerveau. Ces 25 équipes de recherche sont menées par 1, 2, voire 3 personnes qui sont des directeurs de recherche et qui en général des directeurs de recherche et qui sont aussi les chefs d'équipe. En introduisant Catherine, on a dit qu'elle est chef d'équipe, donc co-chef d'une de ces équipes de recherche. Après, il y a les chefs d'équipe qui sont responsables de la stratégie de cette équipe, de signer les papiers, écrire des grants, etc., pour assurer que l'équipe fonctionne. Et il y a toutes sortes d'une diversité de personnes et diversité de métiers dans ces équipes-là qui assurent que la recherche, en fait, c'est souvent pas les chefs d'équipe qui font de la recherche.
Donc il y a beaucoup de jeunes, par exemple, des jeunes chercheurs. Exactement. Donc on parle là des jeunes chercheurs comme des doctorants, des post-doctorants et même des internes de master, pas des internes cliniques, mais des gens qui viennent 6 mois, etc., pour faire un thèse de master. Après ça, il y a les doctorants qui font une thèse de PhD, souvent sur plus ou moins 4 ans. Il y a des post-doctorants, donc des fellows, des jeunes qui viennent après leur doctorat pour se préparer à devenir un chercheur indépendant, un chercheur titularisé dans le futur, et qui se concentrent sur la recherche. Il n'y a pas une thèse à écrire, il n'y a que de la recherche à faire. Et tout ça est souvent soutenu par deux, trois, plusieurs ingénieurs et techniciens. C'est des gens qui ont un métier plutôt technologique, c'est-à-dire qui aident, qui soutiennent les jeunes chercheurs, les chercheurs un peu moins jeunes, qui font de la recherche, mais qui ont besoin des personnes expérimentées dans certaines technologies et qui, globalement, sont pérennisées dans ces équipes-là pour ne pas perdre la connaissance, parce que les docs et les post-docs, ils viennent et ils vont, mais globalement parlant, les ingénieurs, les techniciens restent. Donc c'est un peu ça, la vision globale d'une équipe de recherche. Donc on voit l'organisation. Maintenant, il y a la question de la stratégie scientifique. Finalement, quelle est la feuille de route? Comment on définit des thématiques? Alexis et Bassem, vous travaillez beaucoup avec les équipes sur la définition des thématiques. Comment on se met en perspective? Sur quelle base on va fonder une feuille de route et définir la stratégie scientifique d'un institut comme celui de l'Institut du cerveau? Alexis? Alors Bassem va vous répondre en détail. D'abord. Mais je crois que ce qui est important, c'est la diversité de nos chercheurs. Et le fait qu'il y ait dans cet institut à la fois des biologistes, spécialistes de différents domaines, qu'il y ait des mathématiciens, des ingénieurs, des physiciens, des informaticiens, c'est absolument crucial parce qu'on a besoin de toutes ces disciplines. Et notre rôle, c'est de veiller sur ce qui se passe dans la recherche, ce qui est en train d'émerger quelque part. Est-ce qu'il y a une nouvelle technologie qui pourrait nous servir? Est-ce qu'il y a de nouvelles approches qui sont mises en œuvre? Et d'être capable de faire venir les gens qui vont rendre disponibles ces technologies ou ces nouvelles approches quand elles peuvent servir à notre institut. Et si on regarde sur 10, 15 ans ou 20 ans, on voit qu'effectivement, il y a eu beaucoup de progrès qui ont été réalisés et qu'à chaque fois, ces progrès technologiques ou ces nouvelles approches ont permis d'ouvrir le voile sur une partie des connaissances, de nous éclairer. Alors, je vais laisser Bassem poursuivre, mais voilà, je crois que c'est quelque chose qui se fait vraiment au fur et à mesure, parce qu'on entend à droite, à gauche, par les possibilités, les rencontres entre des chercheurs, des interfaces entre des chercheurs de disciplines différentes. Et donc, ces nouveautés, elles peuvent éclore au sein de l'Institut, et on voudrait qu'il y en ait de plus en plus, mais aussi ailleurs dans le monde. Donc, il faut être présent partout et veiller pour être toujours à la pointe du progrès. Bassem, est-ce que vous pouvez compléter et surtout nous parler aussi des grands défis de l'Institut pour les années à venir? D'abord, quand il s'agit d'imaginer une stratégie scientifique, je pense que ce qui est toujours un peu en tension, on va dire, c'est comment, pour un institut comme la nôtre, c'est question de continuer d'avoir dans le viseur les questions sociales, médicales, etc. Donc on est finalement, on a comme but quand même de faire avancer les thérapies pour les maladies du cerveau. Donc comment équilibrer ça avec la liberté de penser de la recherche qui est absolue et capitale. Donc sans cette liberté, on n'arrivera jamais à penser différemment. Et quand on a des défis devant nous sur des sujets sur lesquels le monde entier travaille pour 10 ans, 20 ans, voire 30 ans sans solution, c'est-à-dire qu'on est devant
une problématique qui a besoin d'un autre regard, d'une autre façon de penser, d'une autre conception. Et donc cet équilibre, c'est un peu, moi je vois plutôt ma fonction avec Alexis et Catherine, d'être moins directeur et plus facilitateur. C'est-à-dire d'imaginer les outils à mettre à la service des chercheurs, des cliniciens, des étudiants, des postdocs, des ingénieurs, des startups, tout le monde, à mettre les outils en place pour que ces gens-là interagissent le plus possible, ont la liberté, le temps de réfléchir, mais aussi la liberté de bosser, de faire avancer la recherche, de faire la recherche, au lieu de aller chercher les petites sous par ici et par là, donc parce que le temps est limité finalement, et d'enrichir l'environnement, comme disait Alexis, d'enrichir l'environnement de l'Institut par des gens qui ont des expertises de background différents, des expertises différentes, qui pensent différemment, qui imaginent les choses différemment. Et finalement, ce qui est, je pense, très très important, c'est toujours de challenger les gens, de poser les questions. Aujourd'hui, par exemple, on a des exemples très belles des chercheurs qui font que de la recherche fondamentale, qui viennent à l'Institut. Au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, ils ont dans leur équipe ou en interaction avec d'autres équipes des questions qui touchent des pathologies, des maladies, des mécanismes médicaux ou pathologiques. Donc cette cross-fertilisation, comme disait Catherine, est capitale pour faire émerger les nouveaux concepts et les nouvelles idées. Donc, du coup, cette stratégie, nous l'imaginons avec en tête les grands défis, les défis majeurs. Aujourd'hui, il existe la recherche clinique, la recherche des biomarqueurs, une tentative de comprendre l'évolution d'une certaine maladie à partir des données cliniques. Et en même temps, il y a la recherche fondamentale, beaucoup plus mécanistique, comme on dit, que ce soit sur les modèles de ces maladies-là ou que ce soit sur les questions fondamentales sur c'est quoi un cerveau, comment se développe un cerveau, comment ça fonctionne un cerveau, etc. Ce n'est pas toujours évident de faire émerger des idées sur l'évolution des maladies chez les patients à partir de compréhension mécanistique, comme il n'est pas toujours évident comment transformer des connaissances médicales cliniques à des études mécanistiques fondamentales. Et donc, trouver comment faire la translation qui est souvent imaginée comme une flèche qui va de la fondamentale jusqu'à la clinique, mais aussi, en réalité, il y a aussi un aussi grand défi de faire la translation des données cliniques qui sont très complexes, très variables selon les types de malades, le type de maladie, les individus même, des patients individuels, etc., de faire comprendre comment on peut transformer cette connaissance clinique pour faire des modèles, pour étudier l'étiologie d'une certaine maladie à travers le temps, parce que souvent on voit les patients après qu'ils ont atteint une maladie, après que les symptômes apparaissent, et on est obligé d'imaginer comment peut-on arriver jusqu'à là pour arrêter justement ce mécanisme physiopathologique. Donc ça, c'est un grand défi. Deuxième défi que je vois qu'on a un rôle, et juste avant être en air, on discutait un peu avec Alexis, c'est aujourd'hui, on se focalise beaucoup sur ce qu'on appelle dans le métier compréhension mécanistique. C'est-à-dire quels sont les mécanismes, vraiment la mécanique des choses pour arriver à développer un cerveau, arriver que ça fonctionne ou atteindre certaines maladies. Mais en fait, à partir de ces mécanismes-là, il faut absolument faire émerger des concepts. Des concepts qui s'appliquent. C'est quoi une maladie neurodégénérative, en général, sans parler de type de maladie? Est-ce que vraiment il y a des liens communs, des threads, comment dire un thread?
Fil rouge, oui. Une fil rouge qui lie les différents types de maladies neurodégénératives. Parce que les maladies psychiatriques ne sont pas dégénératives, par exemple. Ça veut dire qu'il y a des types de maladies. Et s'il y a des types de maladies, il faut absolument qu'il y ait des choses en commun entre ces maladies. Aujourd'hui, on n'a aucune idée comment conceptualiser, penser de façon conceptuelle, théorique, aucune idée, j'exagère. On a des idées. Mais il faut absolument faire émerger des concepts, des grands concepts, à partir de cette connaissance mécanistique. Voilà, pour moi, je vois ces deux-là comme vraiment les deux grands défis. Développer des meilleurs modèles à partir des données cliniques, c'est-à-dire renforcer un peu notre conception du flèche de translation, et deuxièmement, de faire émerger des nouveaux concepts autour des groupes des maladies pour qu'on comprenne mieux de quoi on parle en fait. Ok, on reviendra peut-être tout à l'heure avec les personnes ici dans la salle ou les personnes en ligne sur un certain nombre de questions liées à ces thématiques et à cette stratégie scientifique. En fait, au cadre qui est proposé ici, à cet écosystème qui est assez fertile et qui a comme vocation de générer des découvertes. Mais je voulais qu'on termine un peu ce tour de table avec Alexis. Je disais tout à l'heure en introduction que vous étiez directeur des applications de la recherche. Qu'est-ce que veut dire ce nom un peu barbare ? Alors, ça vient initialement de Louis Pasteur, qui, au même moment qu'il découvrait les applications des vaccins, disait « Il n'y a pas une recherche fondamentale et une recherche appliquée, il y a la recherche, une seule recherche, et ses applications. » Voilà, donc les applications de la recherche, on peut lier ça à l'innovation. Hein. C'est à partir du changement conceptuel, de la découverte de la mine d'or faite par les chercheurs, le développement d'outils pour exploiter la mine d'or, extraire et donc trouver des solutions. Donc l'innovation, c'est vraiment le mot-clé, ou oui, vraiment le mot-clé dans le département que vous animez. Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'aspects qui sont abordés aussi au quotidien, des choses assez pratiques. Par exemple, les brevets, ça veut dire quoi un brevet ? Comment on protège les brevets qui émergent de l'Institut ? Alors, un brevet, c'est un titre de propriété qui protège une invention. Si on reprend l'image de la mine d'or, donc les équipes de recherche vont peut-être faire une révolution en découvrant une mine d'or qui peut ensuite permettre de développer des médicaments ou des nouvelles thérapies. Si vous avez juste la mine d'or, n'importe qui peut venir et la piller. Donc le brevet, c'est quelque part le titre de propriété sur le terrain de la mine d'or qui dit « Ici, c'est nous qui allons extraire et essayer de rendre ça disponible ». Donc voilà pourquoi on a besoin de ces brevets. Ça sécurise un domaine dans lequel on va ensuite pouvoir travailler, construire et développer. Et aujourd'hui, l'Institut a généré combien de brevets dans le cadre de ces 10 années de recherche ? On a une 60aine de brevets. Alors c'est un petit peu plus parce qu'en fait, on les dépose et puis parfois ça réussit, parfois ça ne réussit pas. Et donc quand ça ne réussit pas, on abandonne les brevets pour en redéposer des nouveaux. Et donc actuellement, on en a une 60aine. Okay. Il y a un autre aspect dans votre activité qui est le partenariat avec certains industriels. Est-ce qu'un laboratoire de recherche comme le nôtre a besoin de cette relation avec les industriels ? Qu'apporte-t-il en fait à la recherche que nous déployons et comment on travaille ensemble ? Oui. Alors lorsque Catherine, Alexis, Bassem aussi parlait tout à l'heure de fertilisation croisée, c'est que c'est un domaine tellement difficile, tellement complexe, le cerveau et le développement de produits qui vont être utiles, qu'il est impossible de travailler seul. Donc à la fois des équipes de recherche fondamentale et des équipes de recherche clinique doivent interagir, mais il faut rajouter des ingénieurs, il faut rajouter des gens qui ont une vision plus théorique, il faut rajouter des financeurs, et il faut rajouter des gens qui ont la capacité, ce savoir-faire, à transformer une idée en un produit qui, au final, est rendu disponible. Donc les industriels sont totalement indispensables. Certains pour leur capacité à mener les premières étapes, et là c'est souvent ce qu'on appelle les startups, donc des jeunes entreprises très agiles et à capacité de développement rapide. Et puis plus tardivement, quand il s'agit de médicaments, ça va être les entreprises pharmaceutiques qui ont la capacité financière et la méthodologie pour faire la validation clinique
et transformer l'espoir en un produit qui arrive sur le marché. Donc, vous parliez tout de suite de start-up. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a aussi une proposition en direction de start-up qui travaille ici avec des équipes de recherche. Oui, alors Catherine, vous parlez du premier étage avec la recherche clinique. Si vous montez un étage en plus, c'est un incubateur de start-up. Donc, c'est des jeunes entrepreneurs qui souvent... Il y a des profils mixtes, il y a souvent des anciens chercheurs qui ont, sur la base de leur découverte, voulu créer leur propre entreprise. Et il y a aussi des entrepreneurs qui sont allés trouver des projets dans des laboratoires et qui aident à les faire grandir et à les développer. Donc on a actuellement 25 startups. D'accord. Bassem. J'aimerais juste ajouter, parce que là, on a l'impression un peu de diviser un peu l'activité de l'Institut. Il y a les aspects cliniques, recherche fondamentale, les startups, etc., etc. Une des choses, en fait, qu'il faut absolument, sur laquelle il faut absolument insister, c'est les technologies. Parce que ce qui réunit et qui fait, une des choses qui fait l'attractivité de l'Institut du cerveau, et pour les startups, et pour la recherche clinique, et pour les équipes de recherche, c'est les plateformes technologiques qu'on a, une dizaine de plateformes technologiques de trop haut niveau, qu'on a à l'Institut du cerveau, qui mutualisent l'accès aux technologies à l'ensemble d'écosystèmes de l'Institut du cerveau. Et ça, c'est vraiment capital, parce que ça enlève un peu la pression de développer des nouvelles technologies ou d'utiliser des technologies dans chaque équipe en soi. Ça attire les startups parce qu'ils savent qu'ils ont une offre de services technologiques qui est accessible. Et ça fait mutualiser la connaissance et pérenniser la connaissance développée au sein de l'Institut du cerveau, indépendamment des équipes de recherche qui viennent, des étudiants, des postdocs, etc. Et donc ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment de recruter les top personnes dans chaque technologie, le mettre dans ces plateformes technologiques qui sont à la fois des lieux de service, donc où les gens font de la recherche en utilisant les technologies, mais aussi des lieux de développement de nouvelles technologies, au niveau de pistes de services technologiques, que ce soit en interaction avec les équipes de recherche, avec les cliniciens, les paramédicaux, ou que ce soit avec l'interaction avec des startups. Et ça, c'est un point que je pense est très important et très capital pour notre institut. Merci Bassem d'avoir complété sur ce point-là. Je vais revenir, Alexis, on a deux petits sujets pour terminer cette première partie et ensuite on passera aux questions-réponses. On en a un certain nombre qui sont déjà posés en ligne, notamment sur un certain nombre de maladies qui sont traitées ici au sein de l'Institut. Alexis, pour parler un peu de l'environnement collaboratif de l'Institut et notamment des partenariats que nous pouvons avoir en France, en Europe et à l'international. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ce qui existe aujourd'hui et comment se situe l'Institut du cerveau un peu dans ses relations internationales ? Alors, je voudrais d'abord dire que l'Institut du cerveau est un institut international. International par les chercheurs qui le composent. On en a pris un exemple là aujourd'hui, mais il y en a beaucoup d'autres. 42 nationalités, si je me trompe voilà, pas. Et il faut savoir qu'on recrute des chefs d'équipe de façon régulière à l'Institut depuis une dizaine d'années, et c'est sur la base d'appels d'offres internationaux auxquels répondent des chercheurs français, bien sûr, mais maintenant de plus en plus des chercheurs du monde entier. Donc l'international, il est déjà dans l'Institut, au cœur de l'Institut. Après, je pense que chacun des chercheurs de l'Institut a des collaborations en France et à l'étranger, et que ce soit en Europe ou à l'international. Et donc c'est une véritable toile d'araignée si on se représente les collaborations qui couvrent le monde entier. C'est un peu comme Internet, quoi. Ça va absolument partout. Et donc on a ces collaborations de chercheur à chercheur, et puis en plus, il y a dans la politique scientifique de l'Institut un développement de collaboration institutionnelle avec des partenaires privilégiés. Et on en a quelques-uns dans le monde qu'on a choisi
avec beaucoup d'attention. Je voudrais prendre un exemple en Europe. C'est une initiative récente qui s'appelle Cure&D pour traiter les maladies neurodégénératives, qui réunissent 4 grands instituts ou initiatives. L'une en Allemagne, un réseau national très fort dans les maladies neurodégénératives, un en Angleterre, en Grande-Bretagne, qui s'appelle le UK-DRI, encore sur les maladies neurodégénératives, évidemment, un centre en Belgique, à Louvain, à Leuven, et puis en France, l'Institut du cerveau. Et tout ça, c'est une masse critique de 2000 chercheurs qui collaborent sur les maladies neurodégénératives et qui ont fait alliance pour relever ce défi. À l'international, c'est surtout en Amérique du Nord, que ce soit aux États-Unis avec les universités de Yale, de Columbia plus récemment, de San Francisco, et à Montréal avec le Montreal Neurological Institute. Donc des instituts qui travaillent comme nous sur le cerveau et sur des maladies du système nerveux, et avec lesquels il y a des échanges à différents niveaux. On reçoit des étudiants et on forme des étudiants undergraduate de ces universités. Il y a des échanges aussi cliniques. On a mis en place des clinical rounds qui permettent aux cliniciens de se former. Il y a d'ailleurs des jeunes internes qui viennent en France découvrir la façon dont on traite les pathologies du système nerveux, comment on les diagnostique, des maladies rares qu'on a la chance de voir ici. Et puis nos cliniciens vont aussi se former aux États-Unis pendant quelques semaines, et c'est vrai pour des chercheurs. Donc il y a une politique scientifique de l'Institut, en plus de toutes les collaborations, des multiples dizaines de collaborations que les chercheurs ont développées au fur et à mesure de leur carrière, en fonction des besoins qu'ils ont et des besoins de la spécificité qu'ils peuvent trouver à tel ou tel endroit. Merci Alexis. Et donc, on a fait un peu le tour. On a parlé du premier pilier qui était le pilier de la recherche. On a parlé du pilier du soin, le pilier de l'entrepreneuriat tout à l'heure avec les startups et les partenariats aussi industriels que nous développons. Il y a un 4e pilier dans la mission de l'Institut qui est un pilier de formation. Et donc sur la formation, on parlait tout à l'heure des jeunes chercheurs qui sont doctorants, post-doctorants. Bassem, en 2 mots, puisqu'on va passer aux questions très vite. Que fait-on sur ces sujets de formation? Et puis ensuite, Catherine et Alexis, si vous voulez compléter. On fait plusieurs choses. On a un programme master international qui s'appelle iMind, programme master international de neurosciences. Donc là, c'est formation des très jeunes chercheurs au niveau de master, qu'on espère compléter avec un programme doctoral, mais on verra. On a aussi des programmes d'échange, comme disait Catherine, des médecins qui viennent dans le laboratoire de recherche, qu'on est en train de compléter par un programme où les chercheurs vont dans les services cliniques pour comprendre c'est quoi vraiment maladie au-delà de modèles laboratoires. Après, on a des écoles d'été qui visent plutôt l'entrepreneuriat, Brain to Market, Summer School. Et on a plusieurs initiatives qui visent grand public, les jeunes, BrainBee, par exemple, compétition internationale où l'Institut du cerveau est le lieu pour l'aspect française de cette compétition internationale. Le BrainBee, on a plusieurs initiatives pendant la semaine du cerveau, les podcasts, etc. Nos chercheurs écrits ou Catherine, Alexis et moi souvent participent à des débats publics sur la science, la place de la science dans la société, simplement pour faire émerger, faire comprendre c'est quoi en fait la recherche, à quoi sert la science, pourquoi la science est étroitement liée à l'émergence des idées sociales et pourquoi cette conversation qu'on a aujourd'hui, grâce à votre présence, est capitale. Donc sur toutes ces pistes-là, on travaille pour former et informer.
Merci Bassem. Peut-être juste pour compléter, Catherine, je sais que vous accordez une attention toute particulière sur la formation des cliniciens également. Oui, absolument. Comme je vous ai dit, puis comme on vous l'a dit, voilà, l'interaction entre les cliniciens et chercheurs est très importante. Et je pense que du côté clinicien, voilà, c'est important de commencer tôt et de donner le goût de la recherche très tôt au cours du cursus de nos jeunes médecins. Et donc c'est pour ça que depuis 3 ans maintenant, il y a un programme qui est dédié pour les étudiants en médecine de notre université, donc de Sorbonne Université. Et donc ils peuvent venir, ils sont en 3e année de médecine, donc ils sont tout jeunes, et ils peuvent venir passer quelques semaines dans un laboratoire, et ça remplace, ça vient en plus d'un stage clinique, et c'est maintenant une unité d'enseignement de notre université. Ce programme qui s'appelle le programme STAR, voilà, permet de donner très tôt le goût de la recherche, et ils sont hameçonnés très tôt. On voit ceux qui aiment, on voit ceux qui aiment moins, ceux qui croient qu'ils n'aiment pas, puis finalement ils adorent la recherche, et puis le contraire de temps en temps. Donc c'est important. La deuxième chose, j'en ai pour 2 secondes, Jean-Louis, voilà, faire dans le champ, ouvrir en fait des deux côtés. Et donc il y a d'une part ce dont Bassem a parlé, c'est-à-dire les chercheurs qui travaillent sur la compréhension d'une maladie, qui à partir de cette année vont pouvoir faire, sur la base du volontariat bien sûr, un stage d'1 semaine par exemple dans un service clinique pour donner de façon concrète en fait, pour comprendre la réalité de la maladie au quotidien. Et puis troisième chose, et ça j'y suis vraiment attachée, et c'est une réalisation qu'on va commencer là cette année, on va ouvrir aussi le monde de la recherche et donc le monde de l'ICM au personnel paramédical. J'y reviens, je vous en ai parlé tout à l'heure. Les infirmières de recherche, elles ont une vraie appétence pour la recherche, enfin, un certain nombre d'infirmières ont une vraie appétence pour la recherche. Ce sont des acteurs clés de la recherche et notamment de la recherche clinique. Et donc la première réunion a lieu en mai prochain, si je me souviens bien. On propose aux infirmières qui arrivent une journée d'ouverture où elles vont passer toute la journée aussi ici. On va leur expliquer le fonctionnement de l'ICM, leur montrer les différentes plateformes, etc., les faire discuter avec des chercheurs. Et je pense que c'est crucial, non seulement parce qu'on a besoin de leur expertise paramédicale en recherche, et d'autre part parce que vous avez dû entendre parler qu'il y a quand même une crise actuellement à l'hôpital public, et que notamment il y a un problème majeur de déficit dans le personnel paramédical, et donc d'attractivité de nos services cliniques pour les infirmières. Et donc une façon de rendre nos services cliniques attractifs et de fidéliser ce personnel paramédical, voilà, c'est de leur permettre de faire, en plus de leur temps de soins, un temps de recherche. Et je crois que c'est vraiment très très important. Merci Catherine, merci à vous 4 pour vos éclairages. Nous allons conclure cette table ronde. Je voudrais saluer et remercier mes collègues de l'Institut du Cerveau pour leurs brillantes interventions. Voilà. Et nous remercions aussi la direction de la communication et tous les collaborateurs de la direction de la communication et du développement qui ont préparé cette conférence. On a bien conscience qu'on n'a pas forcément répondu à toutes les questions. Je vous encourage plusieurs choses. La première chose, je vous encourage à aller sur le site de l'Institut régulièrement, où chaque grande publication de l'Institut est mise en avant, et quasiment 2 à 3 fois dans la semaine, vous avez des publications qui concernent l'ensemble des pathologies que nous couvrons ici à l'Institut. La deuxième chose, c'est qu'il reste encore d'autres sujets que nous n'avons pas traités et que vous pouvez trouver un certain nombre de réponses sur le site aussi, dans l'onglet maladies. Et vous allez sur l'onglet et on met à jour régulièrement les avancées de la recherche pour les différentes pathologies que nous traitons ici. Et puis dans le journal des donateurs, nous essaierons aussi de reprendre un certain nombre de questions que vous avez posées et nous répondrons à ces questions au fil du temps pour que vous puissiez avoir les réponses. Et nous restons bien évidemment à votre disposition par Internet, par le mail ou bien par des courriers ou des prises de contact ensemble. N'hésitez pas à revenir vers nous. Nous vous remercions encore de votre soutien qui compte énormément pour faire avancer la recherche ici à l'Institut du Cerveau. Merci à vous.